300 reprises contre les forces irakiennes, puis il y a 1995 en Bosnie-Herzégovine, 1998 en Afghanistan, 1999 au Kosovo, et puis les États-Unis, le Pentagone qui lance des Tomahawks, notamment en 2011 contre les forces libyennes du commandant colonel Kadhafi. On voit sur ces images. Il y a eu 2014 contre les forces donc djihadistes en Irak et en Syrie. Plus récemment, on a en tête ce Tomahawk qui a été lancé contre les sites nucléaires en Iran. C'était au mois de juin dernier. Alors, selon le président Zelensky, ce missile de croisière pourrait inciter le président Vladimir Poutine à venir s'installer à la table des négociations. Et pour cause, on va regarder ensemble les caractéristiques techniques de ce missile de croisière. Vous le voyez, il peut emporter une ogive de 450 kg, une portée entre 1200 et 2500 km. C'est 6 à 7 fois supérieur aux attaques MS dont s'est doté Kiev cette année. On peut même parler jusqu'à 10 fois supérieur, avec d'autres qualités, une grande rapidité, une extrême précision, et puis la trajectoire qui peut être précommandée en amont et puis modifiée au cours du vol. Et regardez, c'est ça aussi sans doute l'une des caractéristiques les plus importantes, parce que ce missile a la capacité de voler à basse altitude, ce qui permet donc d'échapper aux radars ennemis. C'est donc l'arme la plus efficace comparée à d'autres missiles de longue portée similaires donnés depuis le début de la guerre par les Alliés donc à Kiev. Et selon certains spécialistes, parce qu'il y a aussi un coût qui pourrait payer cette arme, ce ne serait pas les Ukrainiens, on parle d'une unité, 1,5 million de dollars pour ce missile de croisière. Des spécialistes qui nous disent qu'avec cette arme, on pourrait atteindre des grandes villes russes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Au monde sur l'interception et le développement de cette technologie, qu'aujourd'hui, il y en a deux, les Ukrainiens, les Russes. Mais les représentants de produits, là, c'est ce que j'entends dans votre vent, Donald Trump. Pourquoi est-ce que Brandon Moret s'attarde sur le prix d'un Tomahawk? C'est pour qu'on comprenne bien la valeur, parce que vous avez vous-même posé la question qui va payer. Il y a un fonds otanien qui va être abondé. C'était l'objet des grandes discussions qui se sont tenues à Washington entre Donald Trump et les 7 qui se sont présentés, le patron de l'OTAN, la présidente de la Commission et les Européens. Autre chose, le fait qu'on puisse entretenir cette conversation, c'est déjà un message très fort de la part de la Maison-Blanche. Quand ils veulent faire de la délégation et du communiqué, ils savent faire. Ils n'ont pas du tout nié ces informations. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a une grammaire de la munition. Vous n'utilisez pas un Tomahawk, c'est un communiqué en fait. Vous n'utilisez pas un Tomahawk, vous pouvez utiliser un Tomahawk pour tirer dans le Donbass ou sur la Crimée. 2500 km, c'est pour taper en Russie. Et la grande question en fait derrière cette conversation qu'on est en train d'avoir, c'est est-ce que Donald Trump, d'une part Joe Biden, a jamais dit oui au Tomahawk? Non. Deuxièmement, est-ce que Donald Trump, en disant oui, vous pouvez acheter du Tomahawk, dit également oui, vous pouvez les utiliser pour taper en Russie? C'est ça la question. Et je voulais vous dire, ça va de soi, mais j'ai peut-être... Alors, ça nous amène à une autre conversation. Nous, on avait fait quoi? Et je dis nous, Européens, en incluant les Britanniques. On avait donné Scalp et Storm Shadow. Et ils ont une allonge qui est moindre de celle du Tomahawk. Oui. Et j'ouvre une petite parenthèse sur le nom Tomahawk qui peut interpeller. François Hesbourg raconte, en mesure de le vérifier, mais je trouve l'anecdote assez savoureuse, qui va chez le constructeur français du missile équivalent, et il lui présente les caractéristiques, et ils n'ont pas encore de nom pour ce missile. Et ils disent, les Américains, ils ont le Tomahawk, et François Hesbourg dit, vous avez qu'à regarder le Scalp. Et donc aujourd'hui, nous avons le Scalp avec son équivalent britannique, le Storm Shadow. Et encore une fois, ces munitions, elles veulent dire quelque chose par leur allonge, par la quantité de charge explosive, et par éventuellement, comme il faisait référence le général, les usages qu'on peut en faire. Lance Donald Trump ou bien Vladimir Poutine détruira l'Ukraine? Réponse de Volodymyr Zelensky, c'est hors de question. L'échange vire au vinaigre, Trump perd son sang-froid, il repousse de la main les cartes des territoires ukrainiens apposées sur son bureau. J'en ai assez, s'ensuivent des cris, des injures. Au bout de 2 heures, Trump et Zelensky parviennent à se mettre d'accord sur un gel du front tel qu'il est aujourd'hui. Mais le mal est fait, Volodymyr Zelensky repart excédé d'après la presse américaine qui rapporte cet échange. D'ores et déjà, le président ukrainien semble acter ce changement de pied. Donald Trump donne une nouvelle chance à Poutine, c'est ce que déclare Zelensky à la presse. Cet échange qui intervient juste après le coup de téléphone entre Donald Trump et Vladimir Poutine
lors duquel le président russe a posé ses conditions. Trump enjoint l'Ukraine à les accepter. Alors Lucille, quelles seraient ces concessions ukrainiennes comme conditions pour mettre fin à la guerre? Eh bien, Vladimir Poutine exige l'entièreté de l'oblast de Donetsk qu'il contrôle aux 3/4, ce qui lui permettrait de compléter le Donbass avec Zaporijia avec Luhansk qui se trouve plus au nord. Avec quoi en échange pour l'Ukraine? De petites parties de l'oblast de Zaporijia plus au sud, c'est faible. Si la Russie obtenait gain de cause, environ 1 million d'Ukrainiens de plus passeraient sous le joug russe. Cela semble inacceptable à ce stade pour Kiev. Et surtout, ce que révèle cette exigence, c'est que Poutine n'a renoncé à rien. Les lignes rouges restent les lignes rouges. D'ailleurs, Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, l'a répété tout à l'heure. Le gel de la ligne du front, qui pourrait satisfaire Kiev dans une moindre mesure, est totalement exclu. Écoutez-le. И российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняет. Quelle sera la suite? Eh bien, tout va se jouer maintenant à Budapest, en Hongrie, où Donald Trump et Volodymyr Zelensky se rencontreront dans les prochains jours. Merci beaucoup Lucille pour ces indispensables qui m'amènent à cette question. Isabelle, comment Poutine a-t-il pu renverser le rapport de force à ce point? On se souvient qu'en fin de semaine dernière, on se disait Trump menace Poutine, il lui menace de livrer les missiles longue portée qui peuvent frapper en profondeur la Russie sur des cibles jusqu'ici inatteignables. Et maintenant, c'est de nouveau Zelensky qui se retrouve sous pression. Ouais, je crois qu'en fait c'est à l'envers que ça marche. C'est que Donald Trump n'avait jamais fait le chemin qu'on espérait qu'il avait fait vis-à-vis de Volodymyr Zelensky, et tout ça, et c'est sans doute partiellement du bluff. Alors, sur l'effet aimant qu'exerce visiblement Vladimir Poutine sur Donald Trump, il y a des choses qu'on sait, et il y a sans doute des choses qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Donald Trump s'intéresse avant tout au business, et que pour faire du business, il vaut mieux la grande Russie avec ses matières premières, et notamment ses terres rares et les promesses de Vladimir Poutine de faire des coopérations économiques, que la plus petite Ukraine. Et Donald Trump, qui n'a pas qui malmène quand même la démocratie, hein, c'est pas un fan, c'est pas comme ça qu'il choisit en fait ses alliés, parce qu'il respecte la démocratie, a quand même un faible pour les autocrates, les hommes forts, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui tiennent leur pays, et il n'est absolument pas dérangé par le côté autocrate de Vladimir Poutine. Après, il y a cette espèce de trou noir dans lequel on met de nombreuses rumeurs et qui prêtent à Donald Trump et à Vladimir Poutine des liens différents, des liens de renseignement. Alors Trump aurait pu être un agent dormant ou un peu réveillé de l'ancien KGB. Peut-être que Vladimir Poutine a des dossiers sur lui, des dossiers sur des parties fines avec des femmes, etc. En tout cas, il y a quelque chose, en plus de cet intérêt qui mène Donald Trump vers la Russie et non pas vers l'Ukraine, et quelque chose qui lie les deux hommes et qui paraît extrêmement important, même si, en fait, sur le fond, l'alliance entre ces deux hommes n'est pas naturelle du tout. Alors, c'est vrai que Donald Trump abîme la démocratie et qu'il est en train de peut-être même de faire exploser la notion d'Occident et voire de rompre à terme l'alliance transatlantique. Mais enfin, sur le fond, il y a quand même un pays qui est héritier du communisme et de l'Union soviétique et qui applique encore les méthodes de l'ancien KGB, et de l'autre un pays libéral, capitaliste. C'est déjà là-dessus qu'avait buté le reset, le redémarrage des relations qu'avait essayé de faire Obama avec Vladimir Poutine. Donc voilà, donc c'était probablement une partie de bluff vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Il voulait taper sur la table Trump en disant « je vais faire comme avec le Hamas, je force les deux, et puis il sort n'importe quelle paix », parce que Trump se fiche complètement de la justice, enfin d'avoir une paix juste. Non, mais il va en prix Nobel de la paix, et peut-être heureux de ce qu'il avait obtenu sur le front du Moyen-Orient, et on sait que ça reste très fragile à l'heure où nous parlons. On se disait qu'il pouvait faire pression pour obtenir la même chose sur le front ukrainien. Et il faut le suivre, hein, parce que chaque jour, chaque heure, il donne des éléments dans un sens ou dans un autre. Et écoutons les dernières déclarations du président américain. They could still win it. I don't think they will, but they could still win it.
I never said they would win it. I said they could win. Anything can happen. You know, war is a very strange thing. Tout peut arriver, la guerre. Bientôt 4 ans que la Russie n'arrive pas à écraser l'Ukraine. La position arrivée à la fin de la conversation, pour ce qu'on en connaît, Oui. dans laquelle M. Zelensky dit geler la ligne de front. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle un cessez-le-feu. Et le cessez-le-feu, c'était ce qui était proposé à Anchorage. Oui. M. Trump était arrivé avec cette proposition. Rien ne s'est passé pendant 2 ans. Juste avant la réunion avec M. Zelensky, il a un coup de fil de M. Poutine. Ça dure 2 heures quand même. Et dans ce coup de fil, eh bien, on en revient à la position initiale russe, qui a l'impression de faire des concessions en disant, eh bien, écoutez, s'ils nous laissent la partie du Donbass, qu'on n'a pas réussi à conquérir au passage, on va leur laisser la partie de Zaporizhzhia et de Kherson qu'on n'a toujours pas réussi à gagner non plus. Donc c'est vraiment un jeu de dupes cette affaire-là. Et donc la position cessez-le-feu, je rappelle que c'est la position européenne, c'est la position ukrainienne. Et pourquoi? Parce que si vous faites un cessez-le-feu, en fait, vous avez une position de facto et non pas de jure. Je m'explique. Ça veut dire qu'il y a une partie du territoire qui est occupée par la Russie, mais qui n'est pas reconnue comme étant russe. Et donc ça sauve la mise un peu pour un pays, l'Ukraine, qui est dans l'incapacité de reconquérir le territoire conquis. C'est une évidence. Ça permet de geler, et puis ensuite, on peut discuter pendant des années du statut de ces territoires. Et M. Poutine ne sera peut-être plus là, la Russie aura peut-être changé, enfin peu importe. Mais en tout cas, ça remplit l'objectif initial de M. Trump qui est dit arrêtez la guerre. Et pour arrêter la guerre, eh ben, c'est un cessez-le-feu. Parce que sinon, si vous faites des concessions d'entrée à la Russie, vous n'arrêtez pas la guerre. L'ambassadeur Lévy qui viendra tout à l'heure nous dira ce qu'il pense du fait que Donetsk, donné aux Russes, c'est un cadeau pour la suite. Ah oui, c'est l'avertissement qu'il fait. Hein. Exactement. On va l'écouter, hein, avec son ambassadeur de France en Russie qui va nous rejoindre, Jean-Dominique. Alors moi je pense qu'on essaie de trop rationaliser ce qu'il se passe. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver des explications diplomatiques, militaires, économiques, et on ne s'intéresse pas assez à la psychologie de Donald Trump. Donald Trump, c'est un mâle dominant. On serait chez les primates, on dirait que dans une bande de gorilles, c'est le dos argenté. C'est le patron, c'est lui qui décide. D'ailleurs, il en a toutes les attitudes physiques. Vous voyez, quand il marche comme ça, voilà, bon. Vous êtes vraiment sûr de cette métaphore Je maintiens ma métaphore. J'ai pas de raison avec le gorille, je suis pas sûr. Tu veux pas me faire l'imitation? C'est un dos argent, c'est un mâle dominant dans la bande. Il ne supporte absolument pas que quiconque dans son camp vienne contester son pouvoir. Voilà. Et il a en face de lui, il le sait parce qu'il le reconnaît, un autre mâle dominant qui s'appelle Vladimir Poutine. C'est l'autre bande. Ils sont ils s'observent, ils se regardent. En revanche, pour lui, Volodymyr Zelensky, c'est rien. C'est un petit mâle comme ça de la bande, et donc il l'écrase systématiquement. Donc je crois que l'explication psychologique, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça zigzague. Mais en fait non, ça ne zigzague pas. Il a un objectif, c'est son pouvoir, l'affirmation de son pouvoir, et son pouvoir, il veut le mettre en œuvre par la paix. Parce qu'il est réellement attaché à la fin des conflits. Ça, c'est une réalité. Il veut, et comme vous l'avez très justement dit, après Gaza, il veut l'Ukraine. Or, pour l'instant, il considère que l'obstacle pour la paix en Ukraine n'est pas Vladimir Poutine, elle est Volodymyr Zelensky. Donc, il tacle Volodymyr Zelensky, il écrase l'Ukraine, et il est prêt à dialoguer avec l'autre mâle dominant de l'autre bande. C'est pas sa bande, il le sait bien, c'est l'autre mâle dominant, et ils se font face. Mais tous les gars qui viennent derrière en disant oui, mais moi je voudrais un petit morceau de ceci, un petit morceau de cela, ils se prennent des baffes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, ne rationalisons pas trop avec nos esprits fins, des gens qui ont fait Sciences Po, tout ça. Hein. Regardons son comportement extrêmement, je dirais, simple. J'ai l'impression primaire, mais c'est pas un jugement de valeur en disant primaire. Il est comme ça. Et son succès, il le doit à ça.
justement, c'est parce qu'il sait se comporter comme ça qu'il obtient des choses. Quand il oblige, au sens propre, Netanyahou, le Premier ministre israélien, il a le téléphone sur les jambes, sur ses genoux, et il lui passe le téléphone en lui disant maintenant tu appelles l'émir du Qatar et tu t'excuses. C'est des scènes, ce sont des scènes incroyables. Mais nous ne sommes pas dans un univers de politique classique, de diplomatie classique. On est passé à autre chose. La preuve en est cette vidéo absolument hallucinante qu'on a vue. Qu'on a montré en début d'émission. Absolument ce week-end. On voit bien qu'on est dans autre chose. Excusez-moi, mais au sens propre, il leur fait dessus. Eh oui, mais ça... Question. Qui a fuité l'information au Financial Times? Parce que si on a la réponse à cette question, le scénario peut être très différent. Parce qu'au fond, on sait qui sont les soutiens de l'Ukraine. Et lors des mois précédents, il s'est avéré qu'à chaque fois que l'Ukraine a été en difficulté, quand je dis Ukraine, c'est Volodymyr Zelensky, les Européens sont montés à bord et ont fait pression pour rétablir la balance. Quand vous lisez cet article du Financial Times, si vous êtes un dirigeant européen et un dirigeant européen concerné et combatif, la France, le Royaume-Uni, on les connaît, c'est une incitation forte pour monter à bord et répéter l'exercice précédent d'aller voir Trump et lui dire ça ne se passe pas comme ça. Et je vous signale qu'il y a un Conseil européen à la fin de la semaine à Bruxelles. Donc, qui a fuité cette info au Financial Times, encore une fois? Et est-ce que cette info, elle révèle complètement ce qui s'est passé? Voilà, donc là, vous avez empêché Richard Verly, c'est là que c'est-à-dire que je pense aujourd'hui que ça peut être aussi l'intérêt, c'est paradoxal ce que je vais dire, ça peut être l'intérêt de Volodymyr Zelensky de faire fuiter une dramatisation de cette rencontre. En gros, je me suis fait traîner dans la boue par Donald Trump, il est prêt à me vendre à Vladimir Poutine pour inciter les Européens une fois de plus à intervenir, parce que les Européens, quand on ne leur botte pas les fesses, malheureusement, ils ne font rien. Donc voilà, je voudrais juste donner ça comme élément de contexte. Ensuite, que s'est-il vraiment passé? D'abord, je constate une chose, c'est que contrairement à la fois précédente, celle du mois de février, ça s'est fait à huis clos. C'est quand même à ça que servent des réunions à huis clos, que je sache. On peut s'y dire des tas de choses qu'on ne se dit pas en public devant des journalistes. Donc on ne va pas non plus reprocher aux gorilles, au mal argenté, au dos argenté de dire ce genre de choses à huis clos. Après tout, c'est comme ça que ça se passe entre dirigeants, on peut se dire des choses entre guillemets viriles. Et puis le deuxième élément, moi, qui m'intrigue dans tout ça, c'est quand même l'élément du calendrier. J'ai cité le Conseil européen, mais c'est surtout la rencontre de Budapest. Oui. Ce qu'il faut faire pour Zelensky, c'est faire dérailler le projet de Budapest s'il y en a un. Absolument. S'il y en a un projet de la part de Donald Trump. Et donc, ne nous précipitons pas peut-être à dire ça y est, une fois de plus, Trump est dans la main de Poutine. De toute manière, on le sait. On sait qu'il veut faire un deal avec Poutine, il ne s'en cache pas, il le dit. Il le répète, il l'essaye, il l'invite en Alaska, etc., etc. Et ça n'a pas marché jusque-là. Ça peut être aussi une manière assez habile de la diplomatie ukrainienne, officielle ou informelle, de mobiliser les seuls alliés qui aujourd'hui sont là pour l'Ukraine, dans des conditions d'unité compliquées, à savoir les alliés européens, qui sont en train par ailleurs d'avoir un vrai gros problème ces jours-ci avec Viktor Orban. Ça devient un sérieux problème. Voilà. Pour appuyer un peu ce que vient de dire Richard, c'était intéressant de voir la progressivité des réactions européennes sur le sujet de Budapest. Au départ, ça a été tout ce qui peut concourir à la paix, c'est bien. J'écoutais tout à l'heure la déclaration du président Macron qui était dans une réunion européenne et dans laquelle il disait si le président américain et le président russe veulent se réunir en bilatéral pour régler leurs problèmes bilatéraux américano-russes à Budapest, pourquoi pas? S'ils veulent traiter de l'Ukraine, il faut que l'Ukraine soit présente. S'ils veulent traiter de la sécurité européenne, il faut que l'Europe soit présente. Et ça, effectivement, c'est un caillou dans la chaussure pour le montage de cette réunion dans lequel on dit, écoutez, très bien, réunissez-vous pour régler vos problèmes entre Américains et Russes, qui, on le sait bien, le président Poutine en permanence remet sur la table le problème des relations avec les États-Unis, etc., etc. Mais si vous voulez traiter de l'Ukraine, ou de l'Europe, ou des deux, vous ne pouvez pas faire sans la présence de Zelensky et des Européens. Donc je pense que ça va tout à fait dans ce sens-là. Progressivement, les choses sont en train d'évoluer pour essayer de mettre un problème avec M. Orban, qui évidemment, lui, saisit la balle au bond. Il est ravi d'avoir ce truc-là. Mais il vient de perdre une partie au passage. Hein.
le vote européen sur l'arrêt de l'importation de gaz s'est fait sans le vote de la Hongrie. Sans Volodymyr Zelensky et sans les Européens, mais aussi pour tous les symboles que cette rencontre charrie, c'est-à-dire Budapest et le mémorandum de Budapest de 1994, c'est-à-dire la promesse de plusieurs puissances, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, puis après la France et la Chine, de protéger l'Ukraine et ses frontières, qui avaient accepté de rendre ses armes nucléaires qui dataient de l'époque soviétique. Donc c'est un mauvais symbole. Et ensuite parce que ça va mettre en avant les divisions de l'Union européenne. Or, le but de Vladimir Poutine, c'est de détruire l'Union européenne ou de l'affaiblir à un tel point qu'elle soit complètement inopérante. Et on peut se demander aussi si ce n'est pas le but de Donald Trump, puisque quand il parle par la bouche de son vice-président J.D. Vance à Munich, c'est un petit peu ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il aimerait un coup d'État général en Europe pour transformer cette Europe démocratique et libérale en une Europe illibérale. Or, à Budapest, on fait monter Orban, on fait monter le leader illibéral, le grand ami de Poutine et de Donald Trump, et quelle image on donne. Et si on n'est pas capable de faire capoter ça, on a un problème en Europe. Ah, le problème, c'est dans 24 heures. C'est les cadavres de tes ennemis. C'est ce que fait Poutine. Effectivement, quand on regarde comment les choses se passent, la Russie déploie d'abord son activité sur le terrain militaire, et finalement avec des résultats qui ne sont pas très probants. Hein. C'est véritablement la guerre d'attrition telle qu'on la connaît depuis longtemps. Il y a des gains réguliers, mais ils n'ont pas les ressources humaines pour transformer des avantages tactiques en une percée stratégique. Et d'une certaine manière, il n'a pas intérêt lui-même à prendre de risques. Et c'est là justement où le proverbe chinois est intéressant, parce que il regarde ce qui se passe. Il voit certains Européens dans des situations difficiles, il voit les divisions entre les Européens, il voit surtout le facteur Trump qui joue, et qui joue depuis le mois de février dernier, depuis le premier appel officiel entre eux. Et donc, tout ça crée pas mal d'incertitudes. Les Russes aiment bien la prévisibilité. Il y a bien évidemment une défiance très profonde à l'égard des États-Unis. Mais l'équation russe aujourd'hui, elle est finalement assez simple. C'est continuer, ne pas dévier du cap. Quand je voyais mes interlocuteurs, je leur demandais où voulez-vous en venir. Ils disaient les objectifs initiaux n'ont pas changé. Je leur demandais mais qu'est-ce que c'est? Ils n'ont pas changé. Voilà. Donc ils continuent à dire la même chose, et en même temps il ne faut pas énerver le président Trump, d'où beaucoup de formules de langage. Vous avez vu dans le dernier discours devant le club Valdai, le président Poutine parle de Trump comme d'un interlocuteur confortable. C'est intéressant comme notion. Il parle de cette guerre qui n'aurait pas eu lieu, c'est la guerre de Joe Biden. Oui. Si Trump avait été là, la guerre n'aurait pas eu lieu. À un moment, il a eu un coup de sang, vous savez, il ne faut pas bombarder comme ça. Alors le porte-parole du Kremlin a dit il faut attribuer ça à une surcharge mentale. Vous voyez, donc tout ça est quand même... Et là, il a très bien joué, puisque vous avez vu, ils se sont parlé à la demande de Poutine avant l'entretien avec Zelensky. Et donc, quand je suis parti de Moscou en août 2024, je sentais un sentiment de confiance retrouvé. Et là, je pense que la confiance est encore plus grande. Elle est trompeuse, parce que j'imagine qu'on y reviendra, mais il y a pas mal d'éléments aussi qui peuvent susciter des questions, et la route n'est pas rectiligne pour la Russie. On a beaucoup de questions, hein, justement, à la lecture de votre livre, et la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on est impuissants, nous, Européens, dans cette guerre, dans ce jeu, en fait à deux, entre Poutine et Trump? Vous expliquez pourquoi la décision d'envahir l'Ukraine était prise depuis longtemps, hein. Il y avait des signaux faibles, mettre enfin un coup d'arrêt à l'expansion de l'OTAN vers l'Est, la décision politique était prise, il y avait les alarmes qui ont sonné, les concentrations de troupes autour de l'Ukraine, des infrastructures militaires qui étaient aussi en construction en Crimée. Nous n'avons pas réussi à empêcher le déclenchement de la guerre en Ukraine. Comment allons-nous l'arrêter maintenant? Non, mais il faut bien voir quand même que cette conflictualité remonte à très loin.
Je pense, et c'est un des éléments que je développe dans le livre, je pense que la réforme, c'est un sujet qui est dans la tête de Poutine depuis très longtemps. Tout le monde se souvient du discours de février 2007 à Munich. Mais je pense que il y a eu 2 éléments accélérateurs. Premièrement, la réforme constitutionnelle en 2020, qui lui permet de se représenter et d'être président jusqu'en 2036. Et là, je pense, il s'est dit, en plus avec l'effet Covid, la fragilité de la vie, il s'est dit, je veux inscrire mon nom dans l'histoire de la Russie, travailler pour la postérité et régler la question ukrainienne. Et puis ensuite, il y a eu toute une série d'événements qui l'ont convaincu que le moment était venu de passer à l'acte. Parce qu'il a vu les faiblesses côté américain, le retrait catastrophique de Kaboul, les divisions européennes. Vous vous souvenez d'un sommet en juin au cours desquels la chancelière Merkel a souhaité qu'il y ait un sommet avec la Russie. Elle a été suivie par le président Macron, et puis finalement d'autres États membres s'y sont opposés. Donc tout ça a mûri, et puis ensuite, et c'est vraiment un cheminement que je propose dans mon livre, parce qu'on l'a vécu au quotidien. Et ensuite, il y a un épisode qui est peu connu, mais la Russie a mis sur la table 2 traités en décembre 2021, un avec les États-Unis et un avec l'OTAN, pour en quelque sorte parvenir à une nouvelle architecture de sécurité qui leur convienne, avec des éléments qui étaient, comme on dit en anglais, des non-starters, qui étaient absolument inacceptables pour nous, qui faisaient en quelque sorte revenir l'OTAN à une situation antérieure à 1997. Tout ça pour dire qu'il y avait cette espèce de mise en scène pour une fois de plus dire, regardez, on n'a pas écouté la Russie, et nous sommes obligés de passer à l'acte. Et d'ailleurs, dans son discours du 24 février au matin, très agressif, très offensif, il invoque la légitime défense, l'article 51 de la charte, nous sommes attaqués. Et ça, c'est quelque chose en permanence que l'on retrouve, ce discours inversé, cette logique inversée. Nous sommes attaqués, et d'ailleurs, quand vous reprenez le discours très intéressant et très long du président Poutine à Valdaï, il y a quelques jours, début octobre, il explique bien aussi tout ça, parce que c'est en permanence les mêmes idées qui sont ressassées, mais il explique bien qu'en fait, si l'armée était à la peine en Ukraine, c'est pas parce qu'elle a les Ukrainiens en face d'elle, c'est parce qu'elle a l'OTAN. Jean-Dominique. Alors Pierre, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que selon vous, la direction russe, Vladimir Poutine et les gens qui l'entourent, ont conscience, après ce qui est quand même une forme d'échec de leur opération militaire en Ukraine, ils n'ont pas réussi à conquérir l'Ukraine comme ils le souhaitaient, est-ce qu'ils ont conscience d'avoir créé une nation ukrainienne à leur porte, qui leur est hostile pour les 5 à 10 générations qui viennent, un peu comme la Pologne, une nouvelle Pologne, comme s'ils avaient créé une nouvelle Pologne, un pays solide, avec des gens éduqués, 30 millions, 40 millions d'habitants, une nouvelle Pologne qui va leur être définitivement hostile, cette Ukraine. Est-ce qu'ils ont conscience de ça? Et si oui, quelles conclusions ils en tirent? Votre analyse est très juste. Je me souviens de nos analyses au Quai d'Orsay en 2014, en disant ils ont gagné la Crimée, mais ils ont perdu l'Ukraine, à cette époque. Et moi, ce qui me frappe, c'est la méconnaissance de la Russie, de l'Ukraine par le pouvoir russe. Et je pense que les yeux s'ouvrent petit à petit. Parce qu'à force de répéter que c'est un seul et même peuple, d'ailleurs il y a un discours très long de Vladimir Poutine à ce sujet, en 2021, à force de répéter que c'est un seul et même peuple, on ne le connaît pas. Ils ont eu une vision, par exemple, de l'armée ukrainienne telle qu'elle existait au moment de la prise de la Crimée. Voilà. Ils sont totalement passés à côté de la transformation de l'armée ukrainienne et ils se sont trouvés face à une résistance absolument inattendue. Et même chose concernant les alliés russophones qui seraient pro-russes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc vous voyez, il y a progressivement une découverte de l'Ukraine. Et moi j'ai été frappé, je ne sais pas, c'est un exemple je trouve qui est très parlant. Un Russe m'a dit il y a entre 11 et 12 millions de Russes qui ont des liens familiaux directs avec l'Ukraine. Et je connaissais des personnes très importantes au Kremlin
qui avait des liens très proches avec l'Ukraine. Donc si vous multipliez, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais en tous les cas c'est cet ordre de grandeur, vous multipliez par 4, ça fait quasiment 50 millions de personnes. Donc dans une certaine mesure, il y a un côté guerre civile, je dis ça, sans aucun mépris pour l'existence souveraine de l'Ukraine, bien sûr que ne vous méprenez pas. Mais vous voyez bien que tout ça est très compliqué, et je pense qu'ils sont en train de découvrir ce qu'est l'Ukraine, mais ils n'acceptent pas l'aspiration à la souveraineté et à l'indépendance. J'ai une question. Lors des obsèques de Navalny, on vous a vu d'ailleurs à ce moment-là, on a vu des Russes très courageux qui devant les caméras y allaient et devant les caméras même s'exprimaient. Quelle analyse venant de Moscou vous voyez de cette population russe qui peut-être découvre, comme vous le dites, que l'Ukraine n'est pas vraiment celle décrite par M. Poutine, et donc d'un éloignement progressif de la population russe des objectifs stratégiques russes? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, l'Europe. Qu'est-ce que représente l'Europe? Quel poids représente l'Europe par rapport, alors là je parle du Kremlin, par rapport au Kremlin, quelle attention il porte à l'Europe? Les obsèques de Navalny ont été un moment de très grande émotion et puis aussi de très grande tension, parce que le matin même, on ne savait pas comment ça allait se passer. Enfin, il faut imaginer tous les obstacles qui ont été mis aux funérailles. Et contrairement à ce qu'on aurait pu croire, c'était vraiment des Russes de toutes catégories. Ce n'étaient pas des bobos moscovites qui étaient là. On est resté dans la foule très longtemps. Enfin, tout ça s'est passé sans incident, avec des slogans très hostiles au pouvoir, mais la police, les forces de l'ordre se contrôlaient. Et donc c'était un moment d'intense émotion, et qui a ensuite été totalement zappé. Et ce que j'explique dans le livre, il y a une capacité d'étouffoir qui est absolument remarquable, on n'en parlait plus. Et donc je crois que la population aujourd'hui, bien sûr il y a des sondages, j'ai vu un sondage de l'Evada montrant que 69% doutent, montrant que 69% des gens pensent que le pays va dans la bonne direction. Les gens, il faut bien voir que la grande majorité fait le dos rond. En fait, il y a un effet drapeau sans aucun doute, parce que quand on vous répète toute la journée que la Russie est attaquée par l'OTAN, c'est un vieux thème, l'hostilité de l'Occident, vous faites confiance au chef, vous le suivez. Les gens aussi ont peur, en partie, de s'exprimer, parce qu'il n'y a pas de manifestation. Mais en même temps, dans les sondages, on voit bien qu'il y a une aspiration de plus en plus grande à des négociations à la fin du conflit, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs la fin selon les termes que nous on souhaiterait, la fin selon les termes russes. Et je pense, mais vraiment grossièrement, qu'il doit y avoir 15-20% de gens vraiment opposés à la guerre, 15-20% de gens qui sont des vrais nationalistes, il faut aller jusqu'au bout. Mais si Vladimir Poutine disait à un moment, et il peut le faire à tout moment, nous avons gagné, vous n'aurez pas une Douma qui va le mettre en minorité, une presse qui va contester les choses, et les gens seront soulagés. Vous voyez, ça j'en suis convaincu. Quant à l'Europe, mon général, l'Europe souffre d'un double déficit pour le pouvoir russe qui tient l'Europe en profond mépris. D'abord, elle est pour eux dominée par ce qu'ils appellent les russophobes. Un responsable important du MID m'a dit l'Europe est en voie de polonisation, c'est-à-dire c'est un concept intéressant. Et deuxièmement, l'Europe est vassale des États-Unis. Voyez, donc pourquoi parler aux Européens? En plus, la visite de Borrell s'était horriblement mal passée. Madame Kallas n'a aucune envie, je pense, d'aller à Moscou. Il y a d'ailleurs un mandat d'arrêt contre elle. Et donc, autant parler à la maison mère, et c'est un des paramètres majeurs. Les Russes, ils me le disaient d'ailleurs dès 2020, on réglera les problèmes avec Washington et vous n'aurez rien à faire dans tout ça. C'est une erreur d'ailleurs de leur part, parce que je pense que les Européens ont beaucoup de leviers. Pierre Lévy, avant de donner la parole à Isabelle et à Richard, sur Vladimir Poutine, vous nous dites Poutine ne déviera pas. Et dans votre livre, vous dites qu'en près de 5 ans, je n'ai vu Vladimir Poutine ébranler qu'une seule fois. C'était lors du coup de force de Prigojine. C'est la seule fois où le pouvoir de Poutine a vacillé. Et selon vous, qu'est-ce qui pourrait déstabiliser Poutine, pas l'encourager à arrêter la guerre en Ukraine, mais le faire en sorte que les lignes bougent
du côté du Kremlin? C'est très difficile à dire. Vous savez, moi je suis de ceux qui... j'entends beaucoup de commentaires sur le Kremlin, ce qui se passe à l'intérieur. Moi je suis de ceux qui restent plutôt humbles. On avait des contacts, hein, j'ai essayé de les avoir jusqu'au dernier moment, en particulier avec Yuri Ushakov, le conseiller diplomatique de Poutine. Moi je pense que si les choses se passent mal, je pense que d'abord il est en train de réintroduire du calcul dans ses positions. C'est-à-dire, bien sûr, il a cette vision un peu messianique, hein. Je vais aller jusqu'au bout pour des raisons historiques, mais il se rend compte qu'il y a des limites à tout ça. Il y a des limites sociales, parce qu'ils ne veulent surtout pas avoir une deuxième vague de mobilisation qui serait très impopulaire, et ça c'est une réalité. Il y a aussi quand même des limites économiques. Il va y avoir une croissance de 1% en 2026, de 3,5% en 2025. Il y a des très fortes tensions sur le marché du travail, de l'inflation, un effort de défense et de sécurité qui est sans doute autour de 7-8%. Vous voyez, enfin, c'est 40% du budget de l'État qui est consacré à la défense. Donc à un moment, il doit se dire, voilà, il faut quand même voir où nous allons. Et ce que je pense, c'est que je ne crois pas à des évolutions théâtrales sur le terrain, parce qu'au mieux, l'Ukraine va résister, au mieux avec notre soutien, peut-être avec le soutien des Américains. Mais ce que je pense, c'est qu'à un moment, peut-être, il peut y avoir à l'intérieur du système de pouvoir des mouvements. Il peut sortir de manière la tête haute. Les Russes ont l'habitude d'offrir des postes comme Shoigu, le ministre de la Défense, vous savez, qui a été nommé comme secrétaire du Conseil de sécurité, alors que son ministère était gangréné par la corruption. C'était d'ailleurs le discours de Prigojine, hein, qui avait raison, qui faisait très peur. Donc je pense qu'à un moment, peut-être, il peut avoir un poste très honorifique. Et puis, après, il y a deux options, mais ça, c'est vraiment une réflexion très personnelle. J'écarte une option démocratique à l'occidentale. Il peut y avoir une option des structures de force, c'est-à-dire des services de sécurité qui prennent vraiment le pouvoir, ou une option que j'appellerais techno-patriote ou techno-nationaliste. Vous avez beaucoup de ministres relativement jeunes dans la sphère économique qui sont très, très, très compétents. Et on peut imaginer une formule comme celle-là. Et encore une fois, c'est pour être très prudent. Avant les partis pris, Isabelle et après Richard. Non, en général, Vis-à-vis de Vladimir Poutine, ils devaient se rencontrer dans les prochains jours à Budapest. Et puis, la rencontre a finalement été annulée, reportée au calendrier grec. Le président américain, dit-il, ne veut pas perdre de temps. Mais alors, que s'est-il passé? Ce qui est sûr, c'est que les Européens veulent tirer profit de cette séquence pour avancer leur pion avec Volodymyr Zelensky face à la Russie en proposant leur propre plan. Les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Marie-Aline, bonsoir à tous. Ce coup de théâtre donc entre Poutine et Trump, leur rencontre était censée avoir lieu et puis finalement elle est annulée. Effectivement, c'est la presse américaine qui la révèle et Donald Trump confirme. Écoutez-le. Alors qu'est-ce qui coince dans cette rencontre dont beaucoup pensaient qu'elle était déjà bouclée? Eh bien c'est essentiellement la position de Moscou. Poutine bloque, Poutine refuse les conditions américaines. Très concrètement, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer Poutine si et seulement si les parties se mettent d'accord sur deux points. Le premier, un cessez-le-feu préalable et le gel de la ligne de front telle qu'elle est aujourd'hui. Or, ces conditions sont inenvisageables pour Moscou. Ce sera le contrôle du Donbass sourien. Écoutez Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. И российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняет. Dans le même temps,
membre de l'Union européenne et ami de la Russie, tient les alliés pour responsables, l'Europe veut perturber à tout prix la rencontre entre Trump et Poutine. Oui, Lucille, parce que l'Europe prépare en parallèle un plan pour mettre fin à la guerre. Oui, ce plan comporte 3 grandes étapes. Première étape, le cessez-le-feu général. En clair, fin des combats au sol, fin des bombardements aériens, fin de la bataille en mer. La deuxième étape prévue si la phase 1 est respectée, ce sont les négociations territoriales, et en particulier sur le Donbass. Et là, on comprend que les Alliés ont acquis la conviction que l'Ukraine devra céder. Dans tous les cas, ni l'Europe ni l'Ukraine ne reconnaîtront légalement les territoires occupés comme russes. C'est ce que déclare un membre de la délégation européenne à Bloomberg. Autrement dit, ce serait une reconnaissance de fait. Troisième étape, la reconstruction de l'Ukraine. Avec quoi en échange pour la Russie? La levée progressive des sanctions. Et pour faire avaler la pilule, l'Europe propose Donald Trump comme superviseur en chef de ce plan, avec la mise en place d'un grand conseil de la paix mené par Washington. Un tout dernier mot, ce plan sera présenté officiellement à la Maison-Blanche ce soir en la personne de Mark Rutte, le chef de l'OTAN. Il doit rencontrer Trump à 22h. Merci beaucoup, Lucille, pour toutes ces informations précieuses. Vous l'avez dit, Mark Rutte qui va donc présenter le plan des Européens ce soir à 22h. On va évidemment décrypter cette séquence. Mais d'abord, Elisabeth, première réaction sur l'annulation de la rencontre Poutine-Trump. Alors, il y a eu hier cet appel entre Rubio et Lavrov, qui étaient déjà censés eux-mêmes se rencontrer pour préparer le terrain pour le rendez-vous entre Poutine et Trump. Et déjà, pendant cet appel-là, clairement, rien ne se passait comme prévu, notamment pour les Américains, et c'était beaucoup discuté aux États-Unis, les demandes, ce qu'ils appellent maximalistes des Russes, c'est-à-dire nos lignes rouges ne bougent pas. Les Américains, pour la énième fois, sont face à ça et se rendent compte, à chaque fois on se dit ça, mais se rendent compte que les Russes pensent qu'il faut attaquer les racines du problème et pas simplement geler le front. Et face à ça, les Américains ne peuvent pas aller à l'échec comme en Corée, où ils sont sortis d'une réunion sans grand chose. Je crois que là-dessus, aussi bien Lavrov que Peskov ont toujours dit exactement la même chose. Malheureusement, ils ont toujours dit revendication territoriale, au pied de chez nous, on ne veut pas voir l'OTAN, etc. Donc ça a toujours été constant chez eux. Je pense que là où Donald Trump s'est trompé, il pense et il a pensé que la diplomatie, surtout le règlement des comptes de ce conflit, se limitait à la bonne amitié, aux intérêts purement commerciaux qu'il pouvait avoir, que les États-Unis pouvaient avoir dans une remise de la relation avec la Russie. Pour autant, certes, il y a des intérêts commerciaux et la Russie a intérêt à faire un dîner, à faire du business, comme on dit, avec les États-Unis. Pour autant, Vladimir Poutine a malgré tout sur son agenda en numéro 1 la volonté de la sphère russophone, c'est l'influence de la région, de la présence russophone dans la région, et c'est cela qui est le numéro 1 pour lui, peu importe le coût. François Hesbourg. Il y a quelques zones d'ombre encore dans cette affaire. Trump lui-même avait dit il y a 3 jours que Zelensky pourrait après tout faire le sacrifice du Donbass. Donc le fait aujourd'hui d'entendre Trump qui paraît incriminer la revendication russe sur le Donbass comme étant la cause de l'annulation, j'ai quelques doutes. Je pense qu'il s'est passé quelque chose de plus profond qui correspond d'ailleurs un petit peu à ce qu'a dit Jean-Claude, c'est-à-dire en fait Peskov et Lavrov, comme leur maître Poutine, ne se sont jamais contentés d'éléments territoriaux limités. Ils ont toujours dit qu'il fallait attaquer l'affaire sur le fond, les racines du mal, comme tu l'as rappelé. Les racines du mal, c'est le changement de régime à Kiev, c'est l'éviction de Zelensky, c'est la tutelle de Moscou sur ce qui resterait de l'Ukraine. Enfin, une réunion dans ces conditions, sur ces bases, c'était vraiment pas formidable. Il y a un autre élément qui m'intrigue dans cette affaire, c'est le rappel fait par certains pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN, notamment la Pologne, mais elle n'était pas seule,
rappelé qu'évidemment l'espace aérien de l'Union était interdit aux avions russes et que donc M. Poutine n'allait pas pouvoir se rendre chez son ami Orban à Budapest. Orban qui était déjà en train de se féliciter du cadeau que Poutine lui faisait à quelques mois des élections législatives en Hongrie. C'était un sacré piège que Poutine avait ouvert à Trump. Il est heureux que Trump s'en soit et su s'en soustraire. Et les Européens, le Slovaque, Fico, pour une fois, il a raison. Oui, on a tout fait pour faire capoter, pour faire échouer ce piège. Ah oui, vous nous dites, les Européens ont fait échouer le sommet à Budapest. On n'allait quand même pas cirer les ponts de M. Orban pour qu'il soit élu au début de l'année prochaine. C'était une ingérence, encore une